et que le commerce sud-sud change la situation mondiale. Alors pourquoi on a appelé ça la stratégie du chaos? Parce que les États-Unis, ne pouvant plus gagner une guerre directe d'occupation coloniale à l'ancienne, je vais dire, Bush, vous vous souvenez, il avait une liste incroyable, il y avait 60 pays qui abritaient le terrorisme dans le monde, il y avait une longue liste de cibles, il s'est cassé la figure en Irak, il s'est cassé la figure en Afghanistan, ce sont des défaites pour l'Empire des États-Unis, et donc les États-Unis ont eu à reconsidérer leur stratégie. Et ça, c'est pas Obama qui le fait, Obama c'est un employé, mais l'homme derrière Obama, c'est Zbigniew Brzezinski. Et justement, Michel et moi, on avait été très attentifs dans les années 90 aux vues stratégiques de ce bonhomme, qui est clairement un des stratèges les plus importants des États-Unis. Il a écrit un livre absolument dégoûtant, mais qu'il faut lire, qui s'appelle Le Grand Échiquier, The Grand Chessboard, dans lequel, mais ça, il est déjà un peu vieux, depuis, il a dû l'actualiser. Là, il disait, les États-Unis, s'ils veulent garder la domination du monde, ils doivent empêcher l'alliance entre l'Europe et la Russie, entre la Russie et la Chine, et le Japon, ils doivent diviser les rivaux. Maintenant, il est obligé de réactualiser, et lui, il se focalisait beaucoup sur la Russie. Très charitablement, il voulait diviser la Russie en 3. Et comme par hasard, la zone où il y avait du pétrole et du gaz n'était pas dans la même zone que Moscou, étonnant. Mais maintenant, il a dû se focaliser beaucoup plus sur la Chine, et il développe une stratégie un peu plus défensive, on va dire. Mais Brzezinski, c'est le stratège de la guerre indirecte. Bush, c'était la guerre directe avec occupation, ça ne marche pas. Donc, on va faire la guerre, comme on dit en anglais, par proxy, par intermédiaire. On va faire en sorte que les pays se battent entre eux, où on va financer le plus discrètement possible des forces qui vont propager une guerre civile. Et à ce moment-là, on interviendra comme arbitre ou pour sauver, enfin voilà, les prétextes habituels. Donc, effectivement, pourquoi on appelle ça maintenant la stratégie du chaos? Parce que la stratégie du choc et de l'invasion directe a échoué. Et ce n'est pas une méthode que les États-Unis peuvent faire. Quand vous envahissez un pays, ça provoque des résistances, ça coûte cher. Les États-Unis s'arrangent pour faire payer leur guerre par les autres, mais il y a des limites, surtout en période de crise économique. Et donc, il faut faire la guerre à meilleur marché. Et ça, c'est la nouvelle stratégie. Et quand on ne peut pas contrôler un pays de manière tranquille, eh bien, on va le détruire. Et c'est ce qu'on fait avec l'Irak, avec l'Afghanistan, c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec le Pakistan, qui se tourne vers la Chine, c'est ce qu'on fait avec la Libye, c'est ce qu'on est en train de faire avec le Mali, c'est ce qu'on est en train de faire avec toute une série de pays dans le monde. En Somalie, hein, dans les grands médias, on nous dit ah, les Somaliens, c'est des sauvages, ils ne sont même pas capables d'avoir un gouvernement. Quand il y a eu un gouvernement en Somalie, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Comme ce n'était pas un bon gouvernement, ils ont envoyé l'armée éthiopienne avec des armes chimiques et des trucs hallucinants pour les massacrer et pour renverser le seul gouvernement qu'il y a eu. Le Soudan, c'est les États-Unis qui sont derrière son éclatement. Bien. Donc, la stratégie du chaos, c'est si tu ne peux pas le contrôler, tu le détruis pour que ce pays ne puisse pas être un allié, un partenaire pour les rivaux, pour la Chine, etc. Ça, c'est la clé, je pense, de l'explication de toute une série. Parce qu'on dit parfois, les États-Unis, mais là, ils sont en train de plonger le pays dans le chaos, donc ce n'est pas à leur avantage, pourquoi ils font ça? C'est d'une part l'aveu que les États-Unis sont une puissance en déclin, économique, financier, même militaire, malgré leur arsenal, et que donc, ils ne sont plus capables de contrôler directement. Donc, la stratégie du chaos, c'est le plan B, c'est la stratégie de rechange. La dernière chose que je voudrais ajouter sur ce thème, c'est qu'effectivement, comme le rappelait Michel, tout ce que fait l'OTAN aujourd'hui était parfaitement prévisible. Il n'y avait pas besoin d'une boule de cristal, il suffisait de regarder les intérêts économiques, les intérêts stratégiques, de regarder comment se comportent les grandes puissances en période de crise économique. Et clairement, l'OTAN était l'armée des multinationales. Et effectivement, on avait annoncé qu'elle allait se tourner vers le Moyen-Orient, vers le tiers-monde et devenir le gendarme mondial des multinationales. Et ça se passe comme ça. La première guerre de l'OTAN, hein, soi-disant une alliance pour défendre l'Europe contre l'Union soviétique, bien, l'Union soviétique a disparu, donc l'OTAN aussi, non, on se reconvertit. Et donc la première guerre de l'OTAN, ça a été en Europe, contre la Yougoslavie, pour la détruire. La deuxième guerre de l'OTAN, ça a été sur le continent asiatique, Afghanistan, et c'est en fait une guerre contre la Chine essentiellement. La troisième guerre de l'OTAN, c'est en Libye, continent africain.
Ça fait donc déjà 3 continents. Ils ont fait des manœuvres au large du Venezuela, mais là c'est un morceau un peu plus dur, donc on n'a pas été plus loin. Et donc on a clairement ce projet d'armée des multinationales, avec aussi l'organisation des forces armées des États-Unis sous la forme AFRICOM. Les États-Unis ne s'étaient pas beaucoup occupés de l'Afrique, mais dès qu'on trouve du pétrole et des richesses, la rivalité avec la France reste importante aussi. On voit les États-Unis qui lancent AFRICOM et qui essayent de quadriller le continent africain, et il est clair qu'on va avoir d'autres interventions. L'Érythrée est dans le collimateur, le Mali, la Côte d'Ivoire, on a déjà réglé son compte, l'Algérie aussi est dans le collimateur, et donc il faut voir que c'est vraiment une phase de recolonisation générale. La dernière idée que je voudrais ajouter, c'est que cette guerre-là qui est menée contre des pays du Sud, j'ai parlé de l'Afrique, du monde arabe, de l'Amérique latine, de l'Asie, c'est aussi une guerre contre nous, gens du Nord. Et là, c'est un point important parce que quand on parle de ces choses autour de nous, c'est pas toujours facile. Et on entend souvent les gens dire oui, mais enfin ça, c'est quand même un peu lointain, c'est compliqué à comprendre, et puis de toute façon on ne peut rien y changer. Et nous avons déjà assez de problèmes ici dans les pays avec la pauvreté et tout ça. Donc occupons-nous d'abord de nous, et voilà. Et ça, effectivement, c'est un danger parce que ça veut dire qu'on a des opinions publiques qui laissent faire les puissances de l'OTAN et qui laissent faire des guerres épouvantables. Et je crois qu'on a un effort de réflexion à faire sur la manière dont on amène ces thèmes à monsieur et madame tout le monde. Et je pense qu'il y a moyen de le faire et qu'il est indispensable de le faire. Je pense qu'il faut absolument avoir un axe de travail, chacun autour de soi, au travail, à l'école, dans les quartiers, dans les associations, etc. Il faut vraiment avoir un axe d'explication très simple sur, mais quand les multinationales font une guerre pour contrôler les richesses en Afrique, dans le monde arabe, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et que les gens sont de plus en plus pauvres, qu'on les empêche de se développer, qu'ils n'auront pas de travail pour nourrir leurs enfants. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir ici. Et évidemment, on va traiter les immigrés de profiteurs. Et on va en chasser une partie. Mais le patronat en fait venir une grande partie, je ne sais pas dans quel secteur ça se passe ici, mais chez nous, dans la construction, dans les vergers, dans les vignobles, dans la confection, dans toute une série de secteurs, ce sont des gens immigrés dans des conditions de quasi-esclavage. Parfois on confisque leur passeport, ils n'ont aucun droit, ils n'ont évidemment aucun syndicat, et donc là on a une main-d'œuvre. Vous savez, on vous parle du miracle allemand, l'économie allemande se porte bien, mais leur secret, il est scandaleux. Hein. C'est Balzac qui disait, derrière chaque grande fortune se cache un crime. Le secret, il est très simple. En Allemagne, maintenant, vous avez des gens qui travaillent pour 6 $ de l'heure. Ça, c'est un système généralisé. Et vous avez même des chômeurs qui travaillent pour 1 € de l'heure, donc 1,2, 1,3. Et ça, c'est le système de la dégradation. Je veux dire, ça se passe dans toute l'Europe. Et je pense aussi aux États-Unis, et ici vous me le direz, je pense que les multinationales, si on les laisse contrôler toutes les richesses des pays du Sud et plonger ces populations dans le désespoir, ces gens vont venir dans le Nord, et le but c'est d'organiser la concurrence généralisée. Donc on doit pouvoir dire aux travailleurs d'ici, mais c'est une guerre contre toi. On fait l'argent. On fait la guerre, pardon, avec ton argent, parce que les bombes, c'est nous qui les payons, et après, c'est quand même une guerre contre toi. Donc je pense que c'est vraiment un point fondamental qu'on doit pouvoir expliquer. Et évidemment, toutes ces choses-là, comme on ne va pas les dire à la télévision, et même qu'on va raconter le contraire, je me suis amusé depuis 3 jours, enfin amusé à regarder un peu votre grande presse, qui n'a de particulier que son format, mais sinon c'est la même répétition qu'ailleurs. Et c'est hallucinant de voir cette fabrication de mensonges systématiques pour manipuler l'opinion. Mais bon, quand on m'a expliqué qui sont vos grands patrons de presse et leurs amis, quand on m'a expliqué chez qui Sarkozy est allé se réfugier pour échapper aux perquisitions, les choses sont claires. Donc, mais ça veut dire aussi qu'on a une mission très importante. Il n'y a pas de guerre sans guerre de l'info, sans désinformation. C'est quelque chose que je n'ai pas cessé de répéter. Les guerres ne commencent pas par des bombes, les guerres commencent par des médias mensonges. Et les guerres ne peuvent avoir lieu qu'avec l'ignorance, avec une population à laquelle on raconte des histoires. Ça, c'est le thème dont on va parler samedi, les principes de la propagande de guerre, mais on va développer ça parce que c'est important de l'analyser et de voir les mécanismes par lesquels on peut